il y a beaucoup plus de chances pour que la paix aujourd'hui entre les Émirats et Israël soit chaude qu'il n'y a de chances pour que celle entre l'Égypte et la Jordanie le devienne. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du Studio Kalita pour notre magazine bi-hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric. Bonjour Richard. Frédéric Ancel, vous êtes bien connu de nos auditeurs en tant que géopolitologue, essayiste français basé à Paris. Vous êtes aussi professeur de relations internationales et de sciences politiques à la Paris School of Business et maître de conférences à Sciences Po Paris, en même temps que directeur du séminaire à l'Institut français de géopolitique et aussi intervenant à l'Institut des hautes études de défense. Et puis, évidemment, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de géopolitique, dont un bon nombre d'entre eux sur différents aspects du Moyen-Orient. Et vous venez de vous allez faire paraître dans quelques jours un autre ouvrage qui s'intitule Les 100 mots de la guerre, donc une réflexion sur la guerre. Et ça va paraître dans quelques jours aux presses universitaires de France, les PUF. Alors, notre entretien porte évidemment sur l'événement géopolitique de la semaine, l'accord de paix entre Israël et les Émirats arabes unis. Alors, Frédéric, est-ce que vous partagez l'optimisme, j'allais dire, de la plupart des titres et des médias israéliens qui considèrent que la paix en train de se nouer entre Israël et les Émirats constitue une paix active? En tout cas, c'est ce qui semble se dessiner au plan de la coopération économique, scientifique et stratégique entre les deux pays, ce qui n'était pas le cas de la fameuse paix de 1979 avec l'Égypte et de 1995 entre Israël et la Jordanie. Est-ce que c'est aussi votre avis, cette vision optimiste, que là, on a affaire véritablement à une paix chaude, j'allais dire, et pas une paix froide? Oui, sans aucun doute, je serais très optimiste sur ce point-là pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y a jamais eu d'interaction négative et encore moins de guerre, évidemment, entre les Émirats arabes unis et Israël. Je rappelle que les Émirats sont devenus indépendants en 71 et tous vos auditeurs et téléspectateurs savent parfaitement qu'il n'y a pas de frontière commune entre ces deux États. Et par conséquent, de ce point de vue-là, la population émirati, l'opinion émirati, ne verra vraisemblablement pas d'un mauvais œil le fait de faire la paix avec un État qui finalement est perçu comme étant assez lointain, mais certainement pas aussi négatif qu'une partie de la population respectivement jordanienne et égyptienne a pu ou peut encore le concevoir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que par rapport à l'Égypte en 78-79 et à la Jordanie en 94, il y a tout de même autre chose. Cet accord, il est fondé, entre autres, sur une très grave hostilité qui existe au sein du monde musulman, et notamment au sein du monde arabo-musulman, entre d'une part les forces et les pays sunnites, et naturellement parmi eux ceux du Golfe arabo-persique, je pense à l'Arabie saoudite, je pense à Bahreïn aussi, et au Koweït notamment, face à l'Iran. Donc d'un côté les puissances sunnites, de l'autre les groupes ou les États avec la puissance tutélaire évidemment qu'est l'Iran. Et là, de ce point de vue-là, ces dernières années, on a constaté une volonté de rapprochement de ces États sunnites qui se perçoivent comme étant au front en quelque sorte, et sur un front extrêmement grave, à la fois idéologique, institutionnel, énergétique entre parenthèses, mais aussi et surtout religieux, face à une puissance redoutable. Et donc, au fond, se rapprocher d'Israël pour ces États et notamment pour les Émirats, ce n'était pas forcément l'idéal, mais c'est d'autant plus important qu'on a là affaire, ils le savent très bien, à la première puissance en termes de renseignement et à la première puissance sur le plan strictement militaire de l'ensemble du Moyen-Orient. Si vous ajoutez à ça que vous avez derrière la bénédiction américaine, en tout cas d'une administration ou d'un président américain excessivement favorable à une lutte diplomatique, financière, voire plus très, très dure, très âpre contre l'Iran, bah oui, je pense que pour vous répondre et pour synthétiser globalement, il y a beaucoup plus de chances pour que la paix aujourd'hui entre les Émirats et Israël soit chaude qu'il n'y a de chances pour que celle entre l'Égypte et la Jordanie le devienne.
Alors, on se souvient que pour conclure cette paix de 1979 avec l'Égypte, puis celle de 95 avec la Jordanie, Israël avait dû faire un maximum j'allais dire, de concessions territoriales en échange du minimum de normalisation. Alors, est-ce que là, il y a une dynamique très contrastée? Est-ce que il n'a pas été demandé à Israël de faire des concessions fondamentales, d'après vous? Oui, c'est ça. Il y a, en réalité, il y a deux différences absolument fondamentales avec les deux paix précédentes dont on vient de parler. La première, la moins importante, et après je reviens sur la plus fondamentale, celle que vous évoquez à juste titre. On a affaire cette fois-ci à un État absolument richissime, et d'une part, et d'autre part, qui, au sein de la péninsule arabique, on l'a bien vu lors de la terrible guerre au Yémen, monte en puissance, y compris sur le plan militaire. Bon, c'était évidemment pas le cas avec l'Égypte et surtout pas avec la Jordanie. On avait affaire à deux pays pauvres, voire indigents concernant la Jordanie. Et puis surtout, vous le dites très bien, là, il y a quelque chose de nouveau. C'est que Israël passe un accord de reconnaissance en quelque sorte et de paix vraisemblablement donc relativement chaude avec un État arabe, sans, non seulement sans la moindre concession, ni territoriale, ni diplomatique, ni financière, ni autre, mais en plus de cela, sans qu'il y ait même à court terme de perspective d'un processus de paix avec les Palestiniens. Donc non seulement il n'y a pas de concession de la part du Premier ministre israélien, mais il n'y en aura probablement pas dans les prochains mois, peut-être même pas dans les prochaines années, parce qu'on ne le voit pas pour l'instant, ce processus de paix se redessiner. Et ceux qui croiraient naïvement que les Émirats arabes unis ont obtenu en échange de cet accord le renoncement à l'annexion de la vallée du Jourdain par Netanyahou le 1er juillet, à mon avis, se trompent lourdement. Je pense très sincèrement que Netanyahou n'a jamais souhaité annexer ce qui, de toute façon, de facto, appartient déjà à Israël. En tout cas, alors évidemment, ce n'est pas une souveraineté reconnue en droit international, mais le contrôle de Emek Yarden, de la vallée du Jourdain, et vous le savez très bien, et vos auditeurs aussi, de facto est déjà sous contrôle israélien. Donc du coup, Netanyahou, en réalité, a fait mine de renoncer certainement pour favoriser les futures relations avec cet État arabe, à ce que de toute façon, il n'envisageait pas sérieusement de faire. Donc on a bien là, des deux côtés d'ailleurs, du côté émirati aussi, on a affaire à quelque chose qui est bien construit, qui est relativement bien pensé, qui sert les deux chefs de gouvernement, qui sert les deux États. Et par conséquent, là encore, j'abonde dans votre proposition, dans votre suggestion de tout à l'heure, je suis très optimiste sur le fait que probablement cet accord va déboucher sur des liens et sur des relations, notamment économiques, mais aussi en termes de renseignement, extrêmement importants. Vous avez écarté, j'allais dire, de la main aisément la concession qui aurait été faite par Netanyahou concernant pas seulement la vallée du Jourdain, mais aussi le 30% de la Judée-Samarie. En Israël, il y a des voix et des analystes qui disent qui répètent que les Émirats arabes, en tout cas ses dirigeants, leurs dirigeants ont brandi le fait qu'ils ont obtenu de Netanyahou le renoncement à l'annexion d'environ, dans le cadre du plan Trump, d'un tiers de la Judée-Samarie, et que l'argument de Netanyahou qui s'est empressé de diffuser au soir de l'accord, à savoir que c'était une paix en échange de la paix et pas en échange de territoire, en fait, cet argument ne tient pas tellement parce que malgré tout, mis à part la question de la vallée du Jourdain, il y avait aussi l'avenir d'un tiers de la Judée-Samarie, et il y a des voix en Israël qui font écho à ce qui se dit à Abu Dhabi, à savoir que oui, il y a eu quand même une paix en échange de territoires qu'Israël n'a pas annexé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que depuis la première élection de mai 1996 et à chaque campagne électorale, plus brillantes les unes que les autres sur le plan de la communication, Netanyahou promet énormément, et notamment, et y compris, et peut-être même surtout, à son propre camp, et aux plus nationalistes de son propre camp. Et en réalité, fondamentalement, il ne le fait pas. Il ne fait pas la guerre. Netanyahou n'aime pas la guerre, il ne fait pas la guerre. En 2014, avec le Hamas, on a eu affaire à quelque chose d'un peu particulier, d'ailleurs de très limité, et il n'a pas voulu aller plus loin. Netanyahou n'aime pas les grands coups d'éclat, il n'aime pas la guerre, il n'a jamais rien annexé du tout. Alors effectivement, il se plaît à montrer et à démontrer que le président américain
soutient dorénavant de manière très officielle l'annexion de 81 du Golan par Israël et plus ou moins celle de Jérusalem. Non mais très bien, mais il n'y a rien de nouveau. Netanyahou ne fait rien de nouveau. Il n'a jamais rien annexé, rien. Je parle sous votre contrôle, vous connaissez parfaitement la vie politique israélienne, cher Richard. Bon, alors je ne vois pas très bien en vertu de quoi, sur la base de l'accord de gouvernement avec M. Gantz, il eût été absolument fondamental pour Netanyahou, cette fois-ci, de respecter une parole, enfin, une promesse électorale qui, de toute façon, ne pouvait pas le rendre plus puissant en Israël, parce qu'on n'imagine pas un seul instant la droite nationaliste israélienne le faire chuter. C'est au profit de quoi? D'un bloc des gauches plus des formations arabes. Enfin, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Donc, quelque part, les nationalistes et les ultranationalistes en Israël sont un petit peu prisonniers de cette locomotive, car Netanyahou est la seule à la droite de l'échiquier politique israélien, la seule locomotive qui, depuis des années, sinon maintenant 2 décennies, permet à ce camp d'être, de revenir ou de rester au pouvoir. Tout ça pour vous dire que du côté émirati, on imagine très bien qu'il a fallu au moins un peu, vis-à-vis des voisins et du monde arabe de manière générale, légitimer cet accord. Donc on se pousse du col, on montre ses muscles. Vous savez, c'est extrêmement classique dans la grande politique, ça, hein, dans la grande diplomatie, consistant à dire nous sommes bons princes, nous avons accepté de passer cet accord avec ça, mais à condition qu'Israël recule. Et regardez, c'est un nationaliste très ombrageux, très fort, qui a renoncé à sa promesse électorale en contrepartie de cette reconnaissance. Et c'est aussi, du coup, pour se mettre en porte-à-faux avec ceux qui considèrent les Émirats comme un État, finalement, encore un petit peu secondaire au sein du monde arabo-musulman. Ce que je ne crois pas. Je crois que c'est une puissance montante, mais qui, encore une fois, avait besoin de valider ce qui, quand même, est toujours un coup d'éclat dans le monde arabo-musulman. Une paix avec Israël, c'est pas rien, quand même. Hein. Et dans la péninsule arabique, c'est la première fois. Bon. Donc, il y avait besoin de cette légitimation. Alors, hier, il y a en ce début de semaine, plutôt, l'ancien directeur du ministère des Affaires stratégiques, Youssef Cooper-Vasser, a pondu au centre Begin Sadat d'études stratégiques de l'Université de Bar-Ilan une analyse assez euphorique, disant que cet accord constitue, à ses yeux, un succès sur une sorte de jalon important par rapport à l'objectif stratégique israélien à long terme de réussir enfin son intégration dans la région. Est-ce que vous partagez aussi cet optimisme de cet analyste Cooper-Vasser? Non, je ne le crois pas parce que je ne suis pas d'accord avec cet objectif. Je pense que fondamentalement, les premiers ministres israéliens successifs, avec peut-être une nuance sur feu Shimon Peres, mais sinon les autres premiers ministres israéliens ne m'ont jamais démontré, du moins c'est mon avis, vouloir réellement privilégier comme priorité absolue l'intégration. Et qu'est-ce que l'intégration d'Israël au Moyen-Orient? Les Israéliens se pensent de 2 manières. Ils se pensent essentiellement, et là je parle notamment des planificateurs, pas seulement l'homme de la rue à Tel Aviv, ils se pensent bien sûr au cœur du peuple juif, mais ils se pensent aussi sur le plan géopolitique, financier, peut-être même culturel et civilisationnel, en Occident. Ils se pensent en Occident, y compris, et peut-être quelque part même surtout, les séfarades parmi la population israélienne. Autrement dit, l'intégration dans cet environnement géographique ou culturel ou civilisationnel ou géopolitique qui n'est pas perçu par la majorité des Israéliens comme valorisant, qui n'est pas perçu comme valorisant, qui est perçu comme instable, comme largement corrompu, comme pourvoyeur de guerre, comme théâtre de grands massacres comme en Syrie ces dernières années, etc., n'est pas perçu comme étant fondé sur les mêmes valeurs. Je pense aussi à l'égalité homme-femme, je pense à la valorisation du savoir, etc. Alors, à tort ou à raison, mais ça, c'est une perception israélienne très majeure. C'est ce qu'on appelle en géopolitique une représentation. Donc, pourquoi aujourd'hui un Netanyahou ou les Israéliens, peut-être de manière plus générale, auraient comme objectif une intégration régionale qui passerait nécessairement par les Émirats, qui ne sont même pas en réalité contigus à Israël, et dont l'effet d'entraînement d'ailleurs est finalement assez limité. On a pensé, ou on a pu penser, ou beaucoup d'observateurs en tout cas, ont écrit derrière les Émirats, l'Arabie Saoudite suivra, le Koweït, peut-être même le Soudan. En réalité, pas du tout. Voilà, donc, non, moi je pense qu'il s'agit pas seulement d'un coup politique. Alors, c'est un coup politique évidemment pour un Netanyahou qui décidément réussit en matière d'affaires étrangères, ce que la plupart des nationalistes d'Israël n'auraient même pas osé rêver, et pas seulement les nationalistes d'ailleurs. Ça, il faut bien lui rendre grâce de ça, et je pense que les Israéliens lui rendent grâce. Pareil pour les questions de défense et d'économie, évidemment en temps normal. Bon. Et là, c'est un coup de plus qui est assez remarquable. Mais, si je peux me permettre, pour moi, cet accord avec les Émirats arabes unis n'est que la traduction
n'est que l'illustration, n'est que le symptôme, en réalité, alors certes spectaculaire, très bien, de quelque chose de beaucoup plus large, à savoir que, le conflit israélo-arabe n'est plus perçu comme un conflit dans le monde, et même pas dans le monde arabe, mais comme un simple contentieux. Et autant un conflit, c'est prioritaire de le régler, un contentieux, c'est parfaitement secondaire. Et deux, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le clivage, quelque part la guerre civile au sein du monde arabo-musulman entre chiites et sunnites est tellement dure qu'en réalité, Israël passe par perdre ses profits. Est devenu finalement, on va dire, entité négligeable, en tout cas, n'est plus considéré comme l'ennemi absolu qu'il faut combattre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que cet accord, encore une fois, n'est que l'illustration de ce phénomène, oui, dont les racines sont quand même, prennent sur plusieurs années, voire sur plusieurs décennies. Alors, est-ce que cet accord entre Israël et les Émirats va, selon vous, affaiblir ou au contraire, j'allais dire, pousser sur leurs ergots l'axe Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth, on pourrait même dire Gaza? C'est-à-dire, est-ce que ça va affaiblir l'axe irrédentiste ou au contraire, quelque part, le renforcer dans la mesure où s'opère là un clivage très important que vous mentionniez tout à l'heure? Alors d'abord, je ne suis pas certain qu'il s'agisse d'un véritable axe, ou en tout cas qu'il soit aussi solide ou cohérent que cela. Téhéran-Hezbollah, bien sûr. Téhéran-Bagdad, c'est déjà plus compliqué. Téhéran-Gaza, c'est encore plus compliqué parce que vous savez très bien que le Hamas est un mouvement revendicatif islamiste sunnite, naturellement. Bon. Voilà, et qui n'a jamais été d'ailleurs solidaire du Hezbollah lorsque celui-ci faisait la guerre à Israël, et vice-versa. Et vice-versa, c'est intéressant quand même. On aurait pu assister à une tenaille. Pas du tout, elle n'a jamais eu lieu. Bon. Et puis alors, bon, Damas, oui, non, vous avez raison, la Téhéran-Damas, bien sûr, mais il faut voir ce que ça signifie, Damas, sur le plan géopolitique aujourd'hui. Il faut voir ce qu'il en reste de la Syrie, quand même. Bon. Donc, tout ça n'est pas très, très solide en réalité, mais je vous dirais que, allez, si on garde schématiquement, effectivement, ces deux grands axes, on va dire, américano-sunnites ou sunnito-israélo-européens, parce que la France, pour le coup, soutient des pays comme les Émirats arabes unis, qui sont les alliés militaires de la France, comme l'Égypte et d'autres, la Jordanie, etc., le Maroc, bien sûr. Et de l'autre côté, donc, cet axe chiite que vous pointez avec raison, oui, je vous répondrai oui. Il s'agit d'un point marqué par cette grande coalition sunnite, dans laquelle ne fait pas partie la Turquie, par exemple. Il faut se méfier de ces grands schémas, mais bon, globalement, on est effectivement là-dessus, face, oui, bien sûr, à l'Iran, à la Syrie et au Hamas, ça c'est sûr. Mais j'ajouterai un perdant dans l'affaire, qui est l'autorité palestinienne. Parce que pour le coup, même si sur le terrain, ça ne changera strictement rien pour les Palestiniens, ça ne change rien quant à l'absence de processus de paix israélo-palestinien. Quelque part, d'ailleurs, par un faux paradoxe sur le plan financier et donc socio-économique, ça peut peut-être être favorable à la population palestinienne, tant il est vrai qu'à mon avis, les Émirats vont quand même chercher à surlégitimer leur accord avec Israël en versant peut-être davantage d'aide à l'autorité palestinienne. Mais sur le plan politique, évidemment, c'était catastrophique. Et d'ailleurs, Mahmoud Abbas le sait très bien, il l'a dit, il a traité tous les noms d'oiseaux, à commencer par qualifier de traître la direction politique des Émirats arabes unis, parce que là, c'est un coup extrêmement dur. Encore une fois, c'est un pays riche, c'est un pays qui est de plus en plus puissant, qui est allié avec les grandes puissances occidentales. Et on peut d'ailleurs ajouter que c'est un état de composition bédouine, c'est-à-dire que ça ajoute encore une nature différente par rapport à l'Égypte, pas par rapport à la Jordanie, qui est aussi un royaume bédouin, mais par rapport à l'Égypte. Bon, bref. Et donc, oui, bien sûr, c'est un coup dur pour l'autorité palestinienne, parce que le Hamas va avoir beau jeu de dire, une fois de plus, regardez, vous avez choisi la voie de la négociation, ou en tout cas de la non-violence, et ça ne marche pas. Donc, il y a tout de même un autre perdant dans cette histoire, c'est l'autorité palestinienne. Alors justement, l'autorité palestinienne, c'est pourquoi tout à l'heure je vais parler de cet axe qui incluait aussi Gaza. À Gaza, on a le Hamas sunnite et aussi le djihad qui est lui un agent, tout en étant sunnite, un agent de Téhéran au niveau de l'entraînement des armes et des consignes de tir, je vais dire de roquettes. Est-ce que vous ne pensez pas que l'autorité palestinienne va être poussée à se radicaliser encore davantage? On a entendu des voix au plus haut niveau d'autorité ces derniers jours inviter le Hamas et le djihad à rentrer au sein de l'OLP, ce qui est, bon,
c'est pas la première fois qu'il propose ça, mais c'est un petit peu le camp des extrémistes frustrés, l'autorité palestinienne. Alors, est-ce que vous croyez que ce sont simplement des rodomontades ou des vœux pieux, ou est-ce que ça ne va pas pousser encore plus dans ces retranchements un peu quelquefois extrémistes la direction de l'autorité palestinienne? Alors, pour reprendre vos termes, vœux pieux, oui, sans doute, mais sous la direction de l'autorité palestinienne. Pour le Hamas, c'est aussi un vœu pieux, le mariage, ou en tout cas la réconciliation entre les deux groupes. Sauf que le Hamas veut que ce soit sous son égide à lui. Hein. D'où ces neuf tentatives échouées en l'espace d'une décennie et demie. Enfin, je veux dire, ça devient kafkaïen entre le Hamas et l'autorité palestinienne, puisque chacun, bien évidemment, souhaite l'emporter dans cette corbeille de mariage. Premier point. Deuxième point, rodomontade. Oui, mais en même temps, est-ce que Mahmoud Abbas pouvait faire autrement, pouvait dire autre chose que cet accord relève d'une trahison, il faut que les Palestiniens se réunissent, il faut que tous nos alliés, nos vrais alliés, entre guillemets, nous soutiennent, etc. Est-ce qu'il pouvait faire autre chose et autrement? Je ne le pense pas. On peut appeler ça une rodomontade si vous voulez. Je serais plus nuancé ou peut-être un petit peu moins sévère sur votre qualification d'autorité palestinienne. Simplement parce que lorsqu'on parle de radicalisation, effectivement, c'est un certain nombre de termes et d'actes liés à l'autorité palestinienne. On reviendra toujours, bien sûr, sur les livres scolaires, etc., enfin, qui ont leur importance, sur des termes qui sont tout à fait, comment dirais-je, parfois dignes du négationnisme, du complotisme, de l'antionisme le plus basique. Très bien. Mais dans ce cas-là, si l'autorité palestinienne fait œuvre de grande radicalisation, qu'en est-il du Hamas? Qu'en est-il du Hezbollah? Vous voyez, c'est juste une question de nuance. C'est-à-dire que l'autorité palestinienne, et vous le savez très bien, les Israéliens le savent, je crois, depuis 2004, depuis la mort naturelle d'Arafat en novembre 2004 et l'accession au pouvoir en janvier 2005 de Mahmoud Abbas, pour l'essentiel, je dis bien pour l'essentiel, et je ne suis pas dans le secret du renseignement israélien, mais pour l'essentiel, coopère avec Israël, notamment sur le plan de la sécurité, sur le plan économique dans une certaine mesure. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une confrontation dure, et ça ne veut pas dire, encore une fois, que tous les termes et tous les positionnements de l'autorité palestinienne soient constructifs. Par exemple, face au plan de Trump, que pour ma part, je n'apprécie guère, mais on peut toujours en discuter, on pourrait le développer, je pense qu'il n'est ni fait ni à faire. Mais au lieu d'opposer une fin de non-recevoir, ou plus exactement un non ferme, définitif, et là, je reprendrai votre terme, en employant les grands effets de manche et les rodomontades classiques, pourquoi ne pas contre-proposer un plan de la part de Mahmoud Abbas? Après tout, puis après on l'étudie, et puis on voit. Mais non, point final, et c'est une horreur. Dans l'état de faiblesse chronique, et en réalité sans précédent, quasi désespéré de l'autorité palestinienne sur le plan géopolitique, moi, je n'aurais pas procédé de la sorte. Mais juste, vous voyez, c'est une nuance, parce que si vous qualifiez l'autorité palestinienne de radicale ou très radicale, alors il va falloir trouver un autre terme pour le Hamas. Écoutez, dernière question, puisque nous arrivons presque au terme de notre temps imparti. J'allais vous demander, puisqu'on a parlé de politique israélienne, finalement cet accord ne contredit-il pas l'idée admise depuis longtemps au sein d'une certaine gauche israélienne, depuis d'ailleurs l'époque d'Oslo, selon laquelle ce ne serait que lorsque la paix serait conclue, une paix juste et équitable, comme on disait dans les années 80 et 70, entre les Palestiniens et Israël, que on pourrait envisager des accords de paix avec les pays arabes de la région. En fait, c'est un cinglant démenti à ce dogme d'une certaine gauche israélienne. Alors non seulement un démenti à cela, mais un démenti aussi à cette espèce de représentation, de perception globalisante d'un monde arabe qui ferait bloc, qui aurait toujours fait bloc, qui serait géopolitiquement plus ou moins cohérent, avec pour ligne de mire ou avec pour obsession quasi quotidienne le règlement de la question israélo-palestinienne. Et dans un modeste ouvrage que j'avais publié il y a quelques années de cela, Géopolitique du printemps arabe, au PUF toujours, je me permettais de dire, qu'il date de 2012, je me permettais de dire, 2013, pardon, je me permettais de dire, enfin, on a bien vu que les manifestations au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Soudan, etc., je ne vais pas tous vous les faire, étaient focalisées sur la situation sociale, économique, politique interne à chacun de ces États et propre à chacune de ces populations. Ce qui signifie bien qu'il y a, certes, une perception culturelle, en tout cas au moins, de l'ensemble du monde arabe, ce qui est parfaitement évident et très légitime, mais quant à une perception, encore une fois, d'une espèce de bloc monolithe géopolitique avec les Palestiniens comme centralité, je n'y crois pas.
Et je pense que les Émirats arabes unis font une nouvelle fois la preuve. L'Égypte et la Jordanie, c'était un petit peu particulier parce qu'encore une fois, il y avait une rivalité frontalière, il y avait des enjeux extrêmement locaux. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Donc oui, je vous suis et je considère même qu'il faut en finir avec cette espèce d'absolue nécessité que pour une paix israélo-arabe de manière générale, il faut qu'il y ait une paix israélo-palestinienne en bonne et due forme, et vice-versa. Ce n'est pas parce qu'on va signer, écoutez, regardez ce qui s'est passé en 1993, les accords d'Oslo n'ont absolument pas permis, sauf avec la Jordanie, à Israël de signer la paix avec l'intégralité des autres États arabes et certainement pas des Émirats arabes unis à l'époque. Donc je pense qu'il faut casser, encore une fois, ce dogme, je reprends votre terme très juste, d'une interaction totale et permanente entre, d'une part, le conflit israélo-palestinien, qui pour l'instant est malheureusement gelé. Enfin, moi, je pense qu'il faut, bien évidemment, je crois que tout le monde sera d'accord avec ça, revenir à un véritable processus de paix, mais et avec l'ensemble du monde arabe, donc je reprends ma phrase peut-être plus correctement, il faut distinguer les relations géopolitiques et les intérêts géopolitiques entre Israël et éventuellement chacun des États arabes d'une part, et d'autre part, la solidarité plus ou moins hypocrite, plus ou moins réelle des États arabes, de chacun des États arabes, avec la cause palestinienne, et j'ajoute laquelle, parce que les Palestiniens sont extrêmement divisés, on ne va pas y revenir, mais on pourra le développer une prochaine fois, on l'a dit il y a un instant, entre le Hamas et l'autorité palestinienne, et encore, je vous fais grâce des différents pôles au sein de l'autorité palestinienne, et même du Hamas. Donc, les Émirats arabes unis, de ce point de vue-là, c'est effectivement un camouflet donné à ces tenants du dogme d'un monde arabe uni. Le monde arabe n'a jamais été aussi désuni que depuis le printemps arabe et peut-être même que depuis ces tout derniers mois. Merci Frédéric de toutes ces précisions. Merci à vous. On se retrouvera dans quelques semaines, je l'espère. En tout cas, bonne journée et bonne santé aussi. Merci, vous aussi. C'est le plus important. Merci. Au revoir.